Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, je suis ce qui reste d'Alstom, puisque j'appartiens en fait au groupe Alstom Transport. Maintenant, il est devenu le groupe Alstom. Donc juste pour me présenter, donc je suis délégué syndical CFDT au siège social à Saint-Ouen, où il y a à peu près près de 2000 salariés. Et donc là, moi, je vais intervenir durant environ 10 minutes sur essentiellement la partie ferroviaire. Donc je propose en fait de vous parler de 3 sujets. Le premier sujet, je commencerai par faire un historique sur l'épisode Belfort, ne serait-ce que parce que si je suis invité aujourd'hui, c'est à la demande de camarades syndicalistes de Belfort que je représente, qui n'ont pas pu venir, et pour rendre hommage à leur combat, donc je vous parlerai pendant la première partie de mon intervention sur l'épisode Belfort. Ensuite, durant la deuxième partie, je reviendrai sur l'épisode Alstom Siemens. Et enfin, je terminerai en élargissant le débat et en parlant de mon rôle au sein du comité stratégique de la filière ferroviaire, où l'État en fait m'a demandé d'animer un groupe de travail sur la GPEC. Et je salue notamment la présence de monsieur Beaufrère, qui est mon camarade syndical, qui participe à ce groupe de travail aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, je vais commencer par Belfort, mais avant, j'avais 3 messages clés à vous passer. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est bien entendu, je soutiens corps et âme le combat de Pascal Lapierre et de l'intersyndicale de l'aéroport de Paris. Voilà, donc on est avec vous, bien entendu. Donc, je voulais vous passer en début de ce discours trois messages clés. 3 messages clés que nous, on vit quotidiennement dans notre travail d'industriel, sur le terrain, sur le ferroviaire, etc. Le premier message, c'est qu'on a absolument, dans notre industrie ferroviaire, besoin d'un État stratège. Et quand je dis un État stratège, c'est pas stratège en économie financière, c'est stratège en stratégie industrielle, précisément. Non, mais il faut le répéter, parce que souvent, c'est pas évident. Surtout, lorsqu'on a affronté les défis où, en fait, on gère en fait, des infrastructures qui sont financées avec l'argent public. Et nous, notre problème actuellement dans l'Alstom, comme M. Quatrepoint l'a dit, c'est que maintenant, l'État est parti, hein, j'y reviendrai très brièvement, et donc le problème, c'est quand l'État, pour rebondir à ton colloque, hein, Marie-Noël, c'est quand l'État ne participe pas à l'entreprise dans laquelle je suis, comment on fait pour avoir cette stratégie? Ça, c'est un point. Deuxième message clé, c'est qu'il faut absolument conserver nos compétences et nos savoir-faire en termes d'industrie ferroviaire. Et quand je dis industrie ferroviaire, je parle des constructeurs ferroviaires, mais j'étends aussi aux opérateurs ferroviaires, parce qu'on fait un tout. J'y reviendrai lors du comité stratégique. Et enfin, le troisième message que je voulais passer en introduction, c'est qu'il faut bien considérer que la filière ferroviaire, maintenant, est une des réponses, alors ce n'est pas la seule, aux enjeux de la transition écologique. C'est bien beau de faire la COP21 à Paris, tout ça, mais on est tous persuadés, je ne sais pas dans combien d'années, mais effectivement qu'il va y avoir la fin des années carbone, il va bien falloir investir sur les modes que propose le ferroviaire. Voilà les 3 messages clés que je vais vous passer, et vous verrez dans les 3 épisodes que je vais vous retracer, Belfort, Alstom Siemens et le comité stratégique ferroviaire, on retrouve ces messages. Alors Belfort, en fait, comment ça s'est passé? Du jour au lendemain, le directeur de site de Belfort convoque les salariés, c'était en 2016 je crois, à l'automne, et leur dit voilà, donc on n'a plus de commandes de locomotives à faire, on a un trou avec les TGV du futur qui n'arrive pas, donc on a pris la décision de fermer le site dans 2 ans et de transférer en fait tous les outils, les outils industriels au site de Reichshofen en Alsace à 200 km. Là. Alors nous, on a pris ça comme une douche froide, on n'y revenait pas. Je dis nous aussi, hein, les gens du site du siège social. Donc bien sûr, les gens de Belfort ont été motivés. Et ils ont mis en avant, en fait, qu'une telle stratégie industrielle ne passait pas. Pourquoi elle ne passe pas? Parce qu'il faut savoir qu'à Belfort, moi j'y étais, hein, donc je sais de quoi je parle, celui qui travaille sur la chaîne, c'est qui l'a formé? C'est son père. Et qui a formé son père? C'est son grand-père. Donc c'est tout un savoir technologique qu'on ne peut pas comme ça transférer. Je veux dire, on va transférer les machines, mais certainement pas les hommes. Il faut savoir qu'à Belfort, notamment pour la construction de motrices et de locomotives, j'y reviendrai dans le 3e sujet, on a un problème de pyramide des âges élevé.
Ce qui voulait dire en fait que si la direction mettait en exécution son plan, bon, ben, elle prenait le risque effectivement de voir la majorité des ouvriers, des techniciens de Belfort de refuser de déménager parce qu'ils ont toute la vie à Belfort et je veux dire, ils ne pouvaient pas. Et le risque en fait, c'était qu'on allait, je dis le risque parce que c'est pas fait, c'était qu'on allait produire des locomotives et des motrices de TGV à réchauffonne où finalement on n'avait pas la compétence. Alors c'est quoi après le risque? Ben, le risque effectivement c'est que nos produits n'est pas, on va y revenir. Merci. Jean-Michel, tu voulais... Oui, sur Siemens, Alstom. Moi, je m'interroge et je me demande si Siemens voulait vraiment faire la fusion. Parce que le Bundeskartellamt, qui est l'organe de régulation de la concurrence en Allemagne, généralement, il rend des avis sur les entreprises allemandes, mais quand il y a une entreprise allemande qui absorbe une entreprise étrangère, généralement, il donne son aval. Or là, il n'a pas donné son aval et il a même dit à la Commission européenne qu'il était contre, comme les autres organes de régulation en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Grande-Bretagne. Donc je m'interroge sur le jeu allemand. Je m'interroge d'autant plus que les seuls qui ont protesté, c'est le maire qui a couru partout hurlant qu'on lui cassait son Airbus du rail. C'est quand même un comble parce que Alstom était absorbé par Siemens, soyons clairs. Hein, c'était pas un accord d'égal à égal. C'était Siemens, la société Siemens en haut, qui contrôlait 51% du nouvel Alstom Siemens ferroviaire, les actionnaires français n'ayant que 49%, dont Bouygues 14%. J'en arrive à un autre élément. Pourquoi aussi cette fusion? Parce que ça a arrangé Bouygues. Bouygues veut sortir. Or, il était prévu qu'au lendemain de la signature de la fusion, Alstom versait un super dividende à ses actionnaires de 1,5 milliard d'euros, le solde en quelque sorte de la vente des activités énergie à General Electric, hein, la vente des 49% dans les co-entreprises, ils ont encaissé 2,6 milliards en octobre dernier. Sur ces 2,6 milliards, il voulait distribuer 1,5 milliard aux actionnaires, dont 500 millions d'euros à Bouygues, et 1 milliard à garder pour la trésorerie à apporter dans le pot commun avec Siemens. Or là, l'accord ne se faisant pas, Bouygues ne touchera pas son super dividende et il revient à la case départ. Ce qui explique qu'il n'est pas très content. Donc, je trouve, si vous voulez, que les Allemands se sont dit, comme la Commission avait demandé des cessions d'actifs, notamment en matière de signalisation, que s'ils faisaient de telles cessions d'actifs, la fusion était peut-être moins intéressante qu'avant, et que finalement, ils s'en sortiront peut-être plus facilement tout seuls. J'ajoute qu'il y a des gens aussi qui ne vont pas profiter de cette non-fusion, ce sont les banques d'affaires. Parce qu'il faut savoir que dans toutes ces fusions, si on pousse aux fusions, c'est que ça nourrit les banques d'affaires. Ça nourrit tout le système financier, et médiatique d'ailleurs, et juridique, qui gravite autour de ces fusions. Alors qu'il y a des solutions. Je veux dire, on n'est pas obligé de fusionner les entreprises. On peut parfaitement faire des accords ponctuels sur tel ou tel secteur. Sur la signalisation, Alstom peut essayer de chercher un accord avec Thales. Hein, et Thales lui-même est en accord avec les Chinois. Rien n'empêche de travailler avec Siemens sur des projets futurs. Hein, et avec Bombardier aussi de répondre à des appels d'offres en commun. D'ailleurs, juste pour conclure, c'est ce qu'on a fait avec Bombardier bien avant le projet de fusion de Siemens, puisqu'on s'est associé avec eux pour fabriquer le RER nouvelle génération qui remplacera en fait la ligne 2 et E très prochainement. Et en fait, le dernier point, c'est effectivement, donc maintenant, nous avons en trésorerie d'Alstom à peu près 2,8 milliards. Donc nous, les organisations syndicales, nous allons faire en sorte plutôt que cet argent soit investi sur l'innovation, sur la formation, sur l'amélioration des conditions de travail, voire sur la participation des salariés. Hein, parce qu'il faut savoir, mine de rien, que nous, en France, depuis 3-4 ans, à cause des affaires Alstom Power, on n'a plus de participation, hein, alors qu'en fait, le groupe fait de très bons résultats mondiaux, et ça, c'est pas normal. Et donc, on va se battre là-dessus. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. On voit, enfin, je crois que là, on voit dans cette affaire Alstom toute l'imbrication d'un capitalisme français qui est désorganisé, un État qui n'a pas de stratégie d'intérêt national construite, parce que s'il faut dédommager Bouygues, parce que Bouygues ne veut pas, parce que d'abord le premier problème c'est pourquoi l'État français n'a pas pu rester, parce que, alors justement, par rapport à Bruxelles, je rappelle que dans les traités, hein, il est écrit que
la possession du capital est indifférente. Normalement, les traités ne peuvent pas imposer que le capital soit privé ou public. Mais pourquoi? Comme la France négocie toujours ses déficits budgétaires, au lieu de se dire on est contre la ligne du déficit 3%, c'est pas une bonne stratégie, on est pour une autre stratégie macroéconomique et on assume, etc. On négocie des non, monsieur le bourreau, on retarde. Vous allez voir, on va atteindre le déficit dans 2 ans ou dans 1 an. Alors chaque fois qu'on négocie ça, au lieu d'avoir mené une bataille sur le désaccord qu'on peut avoir sur le déficit et sur comment le calculer, hein, parce que je rappelle les dépenses, etc. Comme on cède sur des choses périphériques. Et les choses périphériques, ça a été, enfin périphériques mais dramatiques, c'est les réformes structurelles que Hollande s'est enquillé après avoir accepté le TSCG, et c'est par ailleurs le fait que c'était déjà vrai pour même le Crédit Lyonnais, que Dieu sait, il y a eu des conneries qui ont été faites pour le Crédit Lyonnais, mais chaque fois on accepte de brader le capital public. Pour le coup, Sarkozy avait essayé de trouver un colmatage de brèche, il faut reconnaître qu'au moins il l'avait fait, hein, c'est d'ailleurs pas, il avait aussi promis qu'Engie ne serait jamais privatisé, hein, mais enfin bon, néanmoins, il avait quand même une volonté politique. Et là, on voit bien que, après tout, que l'État reprenne les actions de Bouygues, quel serait le drame? Quel serait le drame, hein? Rien ne l'empêche. Après, il y a un coût SO ou la BPI, quand je dis l'État, du capital public. Après, qu'on cherche un actionnaire qui soit un vrai partenaire industriel, qui n'est pas forcément public, ça, je veux dire, il n'y a pas non plus la mythologie du public systématique. Mais au moins que ce soit quelqu'un qui défende les intérêts français. Et là où on vous rejoint, c'est qu'effectivement, on pourrait se poser la question que l'État revienne dans le capital. Parce que le centre de Belfort, c'est le seul site en Europe qui fait les locomotives. Et donc là, on a vraiment un savoir-faire. Donc, État stratège, c'est pas dire j'ai pas de commande, j'arrête le site, c'est pas ça. État stratège, c'est en fait se réunir, faire un plan triennal, dire ben voilà, par bassin d'emploi, en fonction des commandes des régions, en fonction des commandes de la SNCF, en fonction de ci, de là, on a un tel plan de charge. Donc on voit effectivement qu'on a un creux de charge, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut anticiper, quels gens on peut former, est-ce que par exemple on peut, j'en parlerai dans mon 3e sujet, éventuellement si la SNCF provisoirement a besoin de compétences de manière provisoire, pourquoi pas envisager des transferts, etc. C'est ça la stratégie. Et ça on ne l'a pas eu. Alors, ce qui nous a sauvés, et là, je rends quand même hommage au ministre Christophe Sirugue, c'est qu'il nous a entendu. Donc, le ministre Christophe Sirugue, sous la mandature de M. François Hollande, était ministre de l'Industrie. Enfin, quand il avait cette... Et donc, il nous a bien entendus. Et donc, avec une mobilisation forte, on a fait venir, en fait, on a loué un TGV, on a fait venir les gens de Belfort à Paris, il y avait Dornan, tout ça. On a été dans les médias, on est passé à la radio, on est passé à la télé. Et donc, au bout de 2 semaines, effectivement, on a trouvé un plan qui permettait en fait d'absorber le creux de charge, d'une part, comme ça nous était permis de mettre en place encore des TGV sur la ligne duplex Bordeaux-Aquitaine, là, qui est rentable, et également mettre des locomotives de vapeur, des locomotives de transfert. Bon alors, sur ces locomotives, ça ne s'est pas fait pour d'autres raisons, mais je n'y reviens pas. Bon bref, si vous voulez, la mobilisation syndicale a permis de mettre en avant que Belfort, c'était vraiment un site stratégique pour les locomotives, et ça aurait été une erreur de le transférer à Reichshoffen pour la bonne et simple raison que la majorité des compétences n'auraient pas pu suivre. Voilà. Donc ça, c'est l'épisode Belfort. Ensuite, effectivement, il y a eu le fameux épisode Alstom-Siemens. Donc Alstom-Siemens, ça a commencé, donc, je crois que c'est en septembre 2017. Donc là aussi, on a appris ce projet. Sachez que moi, en fait, en tant que délégué syndical du siège, le projet était annoncé à 10h du soir et à minuit, France Info m'interviewait et je disais effectivement ma réprobation à ce projet. Parce qu'en fait, il n'avait aucune sécurité pour nous. Pourquoi il n'avait pas de sécurité? Tout simplement, c'est un peu ce qui a été rappelé par M. Quatremont, c'est qu'en fait, ce projet, bien qu'effectivement la direction restait encore à Paris, la gouvernance, la majorité du capital passait aux Allemands. Alors on avait conclu plus ou moins un accord que pendant 4 ans, il n'y aurait aucune fermeture de site, ce qui n'empêchait pas en fait les départs volontaires. Et après, on ne savait pas quoi. Donc là, on était totalement opposés à ce projet. Donc l'intersyndicale s'est battu becs et ongles pour dire qu'on n'était pas d'accord.
À côté de ça, il y a eu la Commission européenne qui a mis sur la table d'autres arguments au niveau du monopole en disant que cette fusion, en fait, qui était plus une absorption, hein, ne permettait pas de répondre aux lois de la concurrence. Et donc, au final, le projet a été retoqué. Donc là, je vous renvoie, si vous le souhaitez, donc vous avez mon nom, Patrick Decara, vous faites Patrick Decara à Libération, et j'ai donné une interview le 6 février en disant, en fait, que pour moi, la seule chose qui m'avait intéressé dans ce projet Alstom-Siemens, c'est que pour la première fois, on avait parlé, on avait ouvert le débat de défendre la compétence ferroviaire en Europe. C'était ça l'idée, c'était de faire un champion européen. Donc on avait mis cette idée sur la table. Sauf que pour nous, les syndicats, pour une vraie question, on avait mis en avant une solution qui pour nous n'était pas pérenne. Puisqu'en fait, Alstom nous avait, dès le début du projet, dit qu'ils allaient faire, je crois, 380 millions d'euros d'économies tous les ans. Et nous, avec des études, avec des spécialistes, avec des experts, on avait mis en évidence qu'en fait, que ce qu'ils appelaient ces synergies allait se traduire en suppression d'emplois. Donc bien entendu, on était contre. Voilà. Et donc, au final, le projet ne s'est pas fait. Et ce que je dis, en fait, dans l'interview de Libération que je t'ai passée, hein, Marie et Noël, je dis qu'en fait, que c'est quand même un faux problème, quoi, parce qu'on parle effectivement, oui, il faut s'allier pour être contre les Chinois. Oui, mais actuellement, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que nous, transporteurs Alstom, société française, même Siemens, nous interdit d'aller faire des trains en Chine. Nous interdit d'aller faire des trains en Corée. On peut faire des trains aux États-Unis à condition qu'on les fabrique là-bas. Et l'inverse, c'est quoi? Alors effectivement, vous me citerez que dernièrement, avec l'histoire du RERNG, c'est vrai qu'on a mis un amendement comme quoi il fallait absolument que le RERNG soit construit en France. Mais ça, c'est parce qu'on l'a voulu. Mais dans les textes, en Europe, rien n'interdit, je suis désolé, une entreprise chinoise, voire un groupe américain, mais bon, pour l'instant, moi, je ne le vois pas, mais sur une entreprise chinoise, de répondre à un marché avec de l'argent public français, voire allemand. Et donc, c'est là où ça ne va pas. Et donc, dans cet article, je disais, il faudrait que l'Europe défendre mieux ses emplois au niveau ferroviaire, au niveau de l'Europe. Voilà. Ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, ce sera aussi ma conclusion. C'est que, donc, comme je vous l'ai dit, donc je fais partie du comité stratégique de la filière ferroviaire. Bon, juste pour un rappel, avant les comités de filière, il y en avait une quinzaine avec le président François Hollande, avec le président Emmanuel Macron. Donc je crois qu'ils ont redéfini certaines filières qu'ils ont supprimées. Donc le ferroviaire est toujours une filière. Par contre, maintenant, les comités de filière ne sont plus au niveau du président de la République, mais seront au niveau du Premier ministre. Et donc on a reconfiguré, et donc le Premier ministre a souhaité d'une part que le comité de filière soit dirigé par des industriels. Donc nous, notre cas, c'est notre PDG, M. Poupard-Lafarge, mais aussi qui travaille sur des sujets concrets. Et donc à ce titre, donc l'État, via la FIF et le comité stratégique de la filière ferroviaire, m'a demandé depuis 8 mois d'animer en fait un groupe de travail dédié sur la GPEC, c'est-à-dire la gestion des prévisionnels de l'employé de compétences. Sinon, les deux autres groupes de travail, c'est en fait d'accompagner les PME sur le marché de l'export, parce que nous, on est dans un marché cyclique. Et quand l'État ne nous donne pas des commandes, il faut les chercher ailleurs, si on veut maintenir les emplois. Ça, c'est le premier sous-groupe. Et le deuxième sous-groupe, c'est en fait, il y a de plus en plus de digital dans le train. C'est un groupe de travail qui est dédié au digital. Et moi, syndicaliste de la CFDT, mais je travaille en parfaite harmonie avec les autres organisations syndicales. Donc j'ai la charge de déployer un groupe de travail sur la gestion des compétences pour faire vivre le ferroviaire. Donc juste en 2 mots, ce groupe de travail, je l'ai fait en 3 groupes. Alors le premier, c'est parce que là, on va avoir, si vous voulez, avec les TGV, là encore, une stratégie en fait. Monsieur Guillaume Pépi, je ne l'accuse pas ici parce que ce n'est pas lui le responsable, il nous avait prévu qu'effectivement que le TGV du futur arriverait à point pour justement, lorsqu'on aura fini les anciens TGV. Mais non, il va y avoir un creux de charge de 2 ans. C'est comme ça, ok, je n'ai pas dit que c'est lui le responsable, hein. Mais toujours est-il que nous, on va avoir un creux de charge de 2 ans. Donc pendant 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, comme je vous l'ai dit, on a des métiers où les pyramides des âges sont très élevées. Donc le risque, c'est quoi? C'est qu'en fait, les gens ils font appel à leur droit à la retraite, ils s'en vont,
Sauf que le patron, les industriels, il les remplace par des intérimaires et certainement pas par des internes. Et c'est là qu'on perd le pouvoir de compétence. C'est là, effectivement, que le père qui a transmis le travail à son fils ne pourra pas transmettre à nouveau le savoir-faire. C'est là. Donc, j'ai demandé, en fait, que ce groupe de travail travaille sur la problématique de la pyramide des âges, du maintien des compétences et du creux de charge. Donc globalement, ce qu'on va faire, donc là on est en train de valider le contrat de filière au niveau de Bercy, on va essayer de faire un observatoire des métiers pour recenser tous les métiers, avoir le plan de charge jusqu'en 2025, avec ce plan de charge identifier les métiers qui sont critiques, et quand on aura identifié ces métiers, faire le forcing au niveau des apprentis, des écoles par bassin d'emploi, des apprentissages, des alternances, pour relancer ces métiers, de sorte que lorsque les grandes commandes vont arriver, TGV du futur en 2023, remplacement des trains corail, renouvellement du métro de Paris, train à hydrogène, train hybride, et bien qu'on ait la compétence pour le faire. Voilà, donc ça c'est le premier groupe de travail. Il y a un deuxième groupe de travail qui lui en fait est sur le digital et nous on va essayer d'identifier quels seront les besoins en formation jusqu'en 2025 et on va s'assurer auprès de l'éducation nationale et des établissements de recherche que les formations sont même présentes. Et il y a un troisième groupe de travail qui est dédié lui aux opérateurs ferroviaires. Parce que les opérateurs ferroviaires, qu'est-ce qui se passe ? Comme vous le savez tous, en fait, donc là aussi c'est un constat, donc bientôt il va y avoir l'ouverture à la concurrence. Ça veut dire qu'avant il y a des métiers que faisait la SNCF, donc dans le public, qui vont passer au privé. Et qui nous garantit que lorsque ces métiers vont passer au privé, que l'État sera encore là pour justement maintenir ses compétences, faire le développement, etc. Donc là je travaille étroitement avec mon collègue Rémi Offrère qui est là, qui est en fait secrétaire général adjoint à la CFDT Cheminot, pour essayer de trouver un processus pour identifier tous les métiers et d'être certain qu'avec le passage du public au privé, on est certain quand même de développer les compétences et les métiers. Et il y a un autre axe sur lequel on travaille avec Rémi, c'est justement le creux de charge. Pourquoi pas par bassin d'emploi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous, les constructeurs ferroviaires, on a un creux de charge, si effectivement SNCF Réseau, ils ont des grands besoins actuellement pour, vous savez, remettre à niveau leur réseau, ils ont des besoins, et ben on puisse faire des échanges. Voilà. Donc voilà les trois groupes de travail, donc éventuellement on aura besoin d'y revenir. Merci. Jean-Michel, tu voulais... Oui, sur Siemens, Alstom. Moi je m'interroge et je me demande si Siemens voulait vraiment faire la fusion. Parce que le Bundeskartellamt, qui est l'organe de régulation de la concurrence en Allemagne, généralement il rend des avis sur les entreprises allemandes, mais quand il y a une entreprise allemande qui absorbe une entreprise étrangère, généralement il donne son aval. Or là, il n'a pas donné son aval, et il a même dit à la Commission européenne qu'il était contre, comme les autres organes de régulation en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Grande-Bretagne. Donc je m'interroge sur le jeu allemand. Je m'interroge d'autant plus que les seuls qui ont protesté, c'est le maire qui a couru partout hurlant qu'on lui cassait son Airbus du rail. C'est quand même un comble parce que Alstom était absorbé par Siemens, soyons clairs. Hein, c'était pas un accord d'égal à égal. C'était Siemens, la société Siemens en haut, qui contrôlait 51% du nouvel Alstom Siemens ferroviaire, les actionnaires français n'ayant que 49%, dont Bouygues 14%. J'en arrive à un autre élément. Pourquoi aussi cette fusion? Parce que ça a arrangé Bouygues. Bouygues veut sortir. Or, il était prévu qu'au lendemain de la signature de la fusion, Alstom versait un super dividende à ses actionnaires de 1,5 milliard d'euros, le solde en quelque sorte de la vente des activités énergie à General Electric, hein, la vente des 49% dans les coûts-entreprises, ils ont encaissé 2,6 milliards en octobre dernier. Sur ces 2,6 milliards, ils voulaient distribuer 1,5 milliard aux actionnaires, dont 500 millions d'euros à Bouygues, et 1 milliard à garder pour la trésorerie à apporter dans le pot commun avec Siemens. Or là, l'accord ne se faisant pas, Bouygues ne touchera pas son super dividende et il revient à la case départ. Ce qui explique qu'il n'est pas très content. Donc, je trouve, si vous voulez, que les Allemands se sont dit, comme la Commission avait demandé des cessions d'actifs, notamment en matière de signalisation, que s'ils faisaient de telles cessions d'actifs, la fusion était peut-être moins intéressante qu'avant, et que finalement, ils s'en sortiront peut-être plus facilement tout seuls. J'ajoute qu'il y a des gens aussi qui ne vont pas profiter de cette non-fusion, ce sont les banques d'affaires. Parce qu'il faut savoir que dans toutes ces fusions, si on pousse aux fusions, c'est que ça nourrit les banques d'affaires. Ça nourrit tout le système financier
et médiatiques d'ailleurs, et juridiques, qui gravitent autour de ces fusions. Alors qu'il y a des solutions. Je veux dire, on n'est pas obligé de fusionner les entreprises. On peut parfaitement faire des accords ponctuels sur tel ou tel secteur. Sur la signalisation, Alstom peut essayer de chercher un accord avec Thales. Hein, et Thales lui-même est en accord avec les Chinois. Rien n'empêche de travailler avec Siemens sur des projets futurs. Hein, et avec Bombardier aussi de répondre à des appels d'offres en commun. D'ailleurs, juste pour conclure, c'est ce qu'on a fait avec Bombardier bien avant le projet de fusion de Siemens, puisqu'on s'est associé avec eux pour fabriquer le RER nouvelle génération qui remplacera en fait la ligne 2 et E très prochainement. Et en fait, le dernier point, c'est effectivement, donc maintenant, nous avons en trésorerie d'Alstom à peu près 2,8 milliards. Donc nous, les organisations syndicales, nous allons faire en sorte plutôt que cet argent soit investi sur l'innovation, sur la formation, sur l'amélioration des conditions de travail, voire sur la participation des salariés. Hein, parce qu'il faut savoir, mine de rien, que nous, en France, depuis 3-4 ans, à cause des affaires Alstom Power, on n'a plus de participation, hein, alors qu'en fait, le groupe fait de très bons résultats mondiaux, et ça, c'est pas normal. Et donc, on va se battre là-dessus. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. On voit, enfin, je crois que là, on voit dans cette affaire Alstom toute l'imbrication d'un capitalisme français qui est désorganisé, un État qui n'a pas de stratégie d'intérêt national construite, parce que s'il faut dédommager Bouygues, parce que Bouygues ne veut pas, parce que d'abord le premier problème c'est pourquoi l'État français n'a pas pu rester, parce que, alors justement, par rapport à Bruxelles, je rappelle que dans les traités, hein, il est écrit que la possession du capital est indifférente. Normalement, les traités ne peuvent pas imposer que le capital soit privé ou public. Mais pourquoi? Comme la France négocie toujours ses déficits budgétaires, au lieu de se dire on est contre la ligne du déficit 3%, c'est pas une bonne stratégie, on est pour une autre stratégie macroéconomique et on assume, etc. On négocie des non monsieur le bourreau, on retarde. Vous allez voir, on va atteindre le déficit dans 2 ans ou dans 1 an. Alors chaque fois qu'on négocie ça, au lieu d'avoir mené une bataille sur le désaccord qu'on peut avoir sur le déficit et sur comment le calculer, hein, parce que je rappelle les dépenses, etc. Comme on cède sur des choses périphériques. Et les choses périphériques, ça a été, enfin périphériques mais dramatiques, c'est les réformes structurelles que Hollande s'est enquillé après avoir accepté le TSCG, et c'est par ailleurs le fait que c'était déjà vrai pour même le Crédit Lyonnais, que Dieu sait, il y a eu des conneries qui ont été faites pour le Crédit Lyonnais, mais chaque fois on accepte de brader le capital public. Pour le coup, Sarkozy avait essayé de trouver un colmatage de brèche, il faut reconnaître qu'au moins il l'avait fait, hein, c'est d'ailleurs pas, enfin, il avait aussi promis qu'Engie ne serait jamais privatisé, hein, mais enfin bon, néanmoins il y avait quand même une volonté politique. Et là, on voit bien que, après tout, que l'État reprenne les actions de Bouygues, quel serait le drame? Quel serait le drame, hein? Rien ne l'empêche. Après, il y a un coût SO ou la BPI, quand je dis l'État, du capital public. Après, qu'on cherche un actionnaire qui soit un vrai partenaire industriel, qui n'est pas forcément public, ça, je veux dire, il n'y a pas non plus la mythologie du public systématique. Mais au moins que ce soit quelqu'un qui défende les intérêts français. Et là où on vous rejoint, c'est qu'effectivement, on pourrait se poser la question que l'État revienne dans le capital. Dieu sait, moi je pense que tant mieux qu'il n'ait pas accepté, hein, pour être franche. Pour autant, c'est vrai que c'est dogmatisme de considérer le marché européen comme le marché pertinent sans se rendre compte qu'on est dans un marché mondial et qu'il faudrait de la concurrence dans le marché européen est un délire. Alors c'est la mode maintenant, j'ai vu qu'Emmanuel Macron nous disait qu'il va falloir que l'Europe accepte qu'il y ait la révision des trucs. Ils viennent de signer le traité avec les Japonais où justement les appels d'offres, les marchés sont ouverts, les marchés publics sont ouverts. Alors de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Parce qu'on ne peut pas écrire, il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines qu'on a fait l'accord avec les Japonais, et en même temps on fait des grandes déclarations aux autres Européens, au passage, hein, pour leur dire non, non les gars, il faut que les marchés publics, le Buy European Act quasiment, hein, bon, enfin, quand même que dans les trucs stratégiques. Bon, mais tout ça est grave, parce que cette inconsistance, et il faut bien le dire, malgré tout, de plusieurs gouvernements et de présidents, cette inconsistance française dans sa politique industrielle et stratégique
en termes de production est quelque chose qui contribue à un affaissement grave du pays, hein, et qui démoralise les Français, qui aiment des grands projets industriels, surtout, comme tu dis, si c'est que la transition écologique, si c'est porteur d'avenir, de progrès collectif, et pas simplement produire pour produire, quoi.